Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Île-de-France. Aujourd'hui, nous allons parler de la perversité et de l'escroquerie du système politique actuel. Et pour cela, nous rencontrons Madame Valérie Bugot. Merci Madame Bugot. Bonjour les Gilets jaunes, constituants. Constituant. Merci de me recevoir. Écoutez, c'est partagé. Alors, ces explications sur la perversité et l'escroquerie du système politique actuel, là on est dans le lourd, dans le dur. Ça va être décliné en... Alors, il y a une partie introduction, vous allez vous présenter, voilà, de façon, j'allais dire, très classique. Et puis après, il y a trois grosses parties. Alors déjà, un état des lieux, de qu'est-ce qui se passe actuellement avec ce parlementarisme représentatif qui est associé à une séparation des pouvoirs, avec le jeu des partis politiques, etc. Sans prendre en compte, bien sûr, toujours en cachant le pouvoir monétaire. Ça, c'est toujours le grand absent, le pouvoir monétaire. Et puis, ça sera la première partie, donc un état des lieux qui va être assez long et complexe. Et puis, on aura la deuxième partie sur la perversion, en fait, de ce système-là, la perversion en tant que telle, puisque ce système-là produit en fait des effets négatifs à très large échelle. Et nous, en tant que gilets jaunes, on le sait. C'est pour ça qu'on est gilets jaunes d'ailleurs. Donc des problèmes de dissonance cognitive et puis d'escroquerie finalement généralisée. Ça sera la deuxième partie. Et puis la troisième partie qui va être plus positive, en fait, c'est une ouverture, c'est une conclusion sur quelles options pour le futur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en intelligence collective avec des pistes de réflexion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc cette remise à plat des institutions, de ces institutions sur lesquelles on vit, qui sont issues de la Révolution française. Et donc là, avec ce que vous avez développé dans vos ouvrages, le concept des collectifs d'intérêt. Collectifs d'intérêt économiques, non économiques, et puis cultuels aussi. Donc là, c'est pour nos amis francs-maçons. Pas que. Entre autres. Et donc ça, c'est ce système des collectifs d'intérêt qui travaillerait sur le système de l'autogestion et puis avec des mandats impératifs. Tout ça avec un maximum de transparence pour revenir en fait à la base du politique au sens noble du terme. Politique qui doit arbitrer entre des intérêts différents. On est tous différents, on a tous des intérêts différents. Des intérêts politiquement représentés. Voilà. Et donc ça sera la dernière partie. On va commencer tout simplement par la présentation. Madame Bugot, merci encore. Mais qui êtes-vous, Madame Bugot? Alors, je suis docteur en droit. J'ai beaucoup travaillé sur le concept d'entreprise. Je suis une ancienne avocate fiscaliste. Et depuis 2009, j'ai cessé mes activités à titre professionnel pour me consacrer à faire des analyses de géopolitique économique. J'ai eu un petit passage relativement bref en politique à l'UPR, organisé les élections européennes de 2014 pour l'UPR, mais j'ai quitté ce parti assez vite après les élections, justement. Voilà, depuis je m'intéresse, j'essaye de diffuser les informations qui sont d'intérêt public et de faire comprendre aux gens la réalité du monde dans lequel on vit. Puisque l'apparence est très très largement différente de la réalité. L'apparence qui est mise en œuvre par les institutions est très différente de la réalité qui se cache derrière. De la réalité du pouvoir qui se cache derrière. Voilà. Et ce qui implique des dissonances cognitives. On verra ça, oui, ça c'est une des conséquences, effectivement, peut-être une des plus dramatiques finalement, c'est ça, c'est de générer des troubles de nature psychologique dans la population. Mais à des échelles très larges. À des échelles très larges, et puis après qui se diffusent en fonction des individus plus ou moins fragilisés à certains moments de leur vie, qui peuvent prendre des proportions plutôt graves, oui. Alors, la première partie, première grosse partie, c'est l'état des lieux. On est en parlementarisme représentatif, associé à une séparation des pouvoirs. Ça, c'est ce qui est... Voilà, petite erreur de ma part.
Donc on est en parlementarisme représentatif associé à la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs sont censés être séparés, ça c'est à l'université, ce qu'apprennent les étudiants. On apprend que la séparation des pouvoirs est le nec plus ultra de la démocratie. Et nous allons voir que nous sommes loin du compte. Alors, le pouvoir, la première sous-partie, c'est le pouvoir politique apparent. Finalement, n'a pas la durée avec lui. Quinquennat, c'est quinquennat. Finalement, c'est une vision à 5 ans. C'est une vision. On n'a plus les visions comme De Gaulle l'avait avec la planification sur 20 ans, 30 ans. Oui, non, mais il faut comprendre qu'un pouvoir politique a besoin de durée, puisque certaines décisions qui sont mises en œuvre à un moment donné ne produisent leurs effets que très loin dans le temps. Et on pense en particulier à des décisions d'ordre démographique, enfin qui peuvent toucher la démographie, c'est-à-dire agir sur la natalité. On pense à des décisions de mise en place de structures énergétiques, on pense à des décisions de recherche fondamentale, tout un tas de choses qui sont absolument nécessaires à la conduite d'une politique nécessitent le temps long. Or, avec le système politique dans lequel nous vivons actuellement, le temps long n'existe pas. Une décision qui est prise à un moment donné, si elle nécessite une durée importante pour sa mise en œuvre, au moment où elle sera mise en œuvre, on ne saura plus qui a été responsable de la décision de départ. Donc en réalité, les représentants politiques auxquels nous avons affaire ne sont jamais responsables sur une durée de temps long. Et donc la politique ne dispose pas de cette durée. Donc déjà, c'est un critère qui permet de dire que le pouvoir politique en lui-même n'est pas intègre, n'est pas intégral, puisqu'il n'a pas cette durée devant lui. Il y a quelque chose qui cloche, par exemple, pour une centrale nucléaire. Pour organiser une société, c'est ça aussi où je voulais en revenir là-dessus, c'est qu'il faut déterminer qu'est-ce que c'est que le pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est la capacité, c'est la possibilité d'organiser une société sur un espace déterminé, d'organiser la vie en commun d'individus qui vivent sur un espace déterminé. Donc déjà, la politique nécessite des frontières, enfin plus ou moins larges, mais nécessite la détermination d'un espace. Ça nécessite aussi d'avoir... Et pour ça, il faut avoir de la durée, il faut pouvoir maîtriser le temps. Or là, le système dans lequel on vit ne fait abstraction de cette nécessité de durée. On va juste prendre un exemple, les centrales nucléaires, ça met des années à être mis en place. Oui, absolument. Ça produit de l'énergie dont on en profite, il y a des très belles illuminations autour de nous, voilà, c'est du confort. Mais les déchets nucléaires et le démantèlement, ça c'est des centaines et voire des milliers d'années pour les déchets nucléaires, et les démantèlements sont extrêmement coûteux. On aurait aussi éventuellement tout ce qui est le scandale des éoliennes actuellement. N'en parlons pas. Qui ne sont la plupart pas connectés au réseau électrique, mais qui sont subventionnés, etc. Et comment le coût de démantèlement de ces énormes structures n'est pas pris en compte par le pouvoir qui décide de sa mise en œuvre, effectivement. Parce que c'est dans 20 ans. Absolument. Et les élections seront finies et ils ne seront plus là, tout simplement. Et eux se seront suffisamment rincés avec l'argent de la République et eux seront finalement à l'abri. Donc finalement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, rien que le principe politique nécessite, le fait que le principe politique nécessite un temps long, là, aujourd'hui, par les institutions qui sont mises en œuvre, ce temps long n'est pas pris en compte. Donc déjà, on peut considérer que le principe politique est amputé. Il est amputé d'une de ses composantes. C'est la planification de Gaulle qui voyait les choses à 10 ans, 20 ans, 30 ans. On en bénéficie encore de la politique gaullienne, de cette grande planification. C'est ce que font les Chinois, bien sûr, avec les routes de la soie. Bien sûr. Et la planification, je veux juste en aparté, pour reboucler avec ce qu'on a dit hier, la planification est liée avec l'organisation de la société au niveau économique et est liée justement avec la reprise en main du pouvoir monétaire, puisque la reprise en main d'un pouvoir monétaire, la reprise en main politique du pouvoir monétaire nécessite une gestion de l'économie, une gestion au sens pas autoritaire du terme, mais au sens où le pouvoir doit garder contact avec ce qui se passe réellement sur le territoire. Voilà. La deuxième sous-partie de cet état des lieux, c'est au niveau du Parlement. Le Parlement qui
est de façon organique une structure à faire des lois. Exactement. Alors justement, il faut comprendre que les institutions dans lesquelles on vit actuellement sont fondées sur le parlementarisme représentatif qui a été imposé à la Révolution française. Et ce parlementarisme qui génère un organe qui n'a que pour seule fonction de faire des lois, eh bien en soi est un empêchement au droit continental traditionnel tel qu'on l'entendait, c'est-à-dire à une conception frugale, intelligente, intellectuelle et, comment dirais-je, fructueuse du concept de droit, c'est-à-dire un principe duquel découle plein de conséquences, mais qui n'a pas besoin de créer des règles en permanence. Or, un Parlement, c'est une organisation qui est mise en place pour générer des règles. Tous les gens qui ont travaillé sur les institutions savent qu'une fois qu'une institution ou une organisation est mise en place, elle ne pense qu'à se développer. Et ça, c'est un phénomène qui est très connu d'une façon générale. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où le Parlement chargé de faire des lois est mis en place, eh bien, il n'aura de cesse que de faire toujours plus de lois pour imposer sa prééminence et pour se développer. Ils sont payés pour ça, ça donc, veut dire, finalement, oui, mais c'est même pas une question là, de finance, c'est vraiment une question de fonctionnalité, de structure et de concept. C'est-à-dire qu'une organisation qui se met en place avec une mission déterminée n'aura de cesse que d'affirmer sa mission et d'en faire toujours plus. Donc ça veut dire que structurellement, alors que le pouvoir politique normalement est là pour organiser la vie de la cité, la vie en commun sur un territoire déterminé, là, ce Parlement, il va dans le temps toujours plus de règles, de la réglementation. Et c'est justement la façon dont le droit anglais s'est constitué en imposant des réglementations. Et donc en réalité, l'imposition du Parlement en tant qu'organe législatif exclusif ou semi-exclusif, eh bien, c'est la mise en œuvre de la suppression du droit tel qu'il était compris au sens droit continental traditionnel, c'est-à-dire un droit intelligible avec une hiérarchie des normes qui peut être mise en œuvre et une absence de réglementation, de régulation de toutes les petites tendances qui peuvent exister. On n'a pas besoin. La façon de faire des lois traditionnelles, c'était des principes, et de ces principes, on dérivait des applications particulières. Le droit anglais, c'est tout à fait autre chose, c'est on impose par des règles tout ce qu'on veut imposer dans la société, et ce sont les dominants qui l'imposent. Est-ce que c'est mal d'être dans une société judiciarisée, enfin, où là, il y a des règles... Là, on n'est pas dans le... Je ne vous parle pas du judiciaire, là, je vous parle du pouvoir législatif. À partir du moment où vous avez une profusion de lois, eh ben, ça génère des crispations dans la société, parce que la population, le peuple n'a pas besoin d'être enfumé, englué par des milliers et des milliers de textes de loi. D'abord, il ne peut pas les connaître. En plus, la plupart deviennent soit incohérents ensemble, ou soit même antinomiques. Donc ça génère du désordre social. Or, la politique, normalement, est là pour générer de l'ordre social. Donc l'existence d'un Parlement qui a pour vocation de faire des textes de loi est en soi la garantie à terme d'un désordre social. D'accord. C'est assez extraordinaire en fait comme conception des choses. Non, mais c'est pas extraordinaire, c'est simplement la réalité. Enfin, il faut savoir à quoi servent les choses. Parce que en fait, dans le psyché collectif, Parlement, c'est démocratie. Oui, non, mais d'accord, mais justement, tout ça a été falsifié. Hein. Oui, tout ça a été falsifié. Le problème de la démocratie est loin de toutes ces contingences-là. Enfin, là, la question démocratique n'a pas grand-chose à voir avec justement les institutions qui sont mises en œuvre actuellement. Et c'est justement toute l'imposture du sujet politique aujourd'hui. Ça nous fait passer à la troisième sous-partie, toujours de ce constat, de cet état des lieux. Ceux qui ont le temps long, finalement, quand les politiques passent, alors c'est tous les 3 ans, 5 ans, 7 ans, bref, ils passent. Mais ceux qui restent, c'est les experts, et puis les hauts fonctionnaires, bien sûr. Et puis les financiers, et ceux qui financent tout ce monde-là, ceux-là, ils restent. Oui. Et eux, ils ont le temps long pour eux. Absolument. Alors, sur les financiers, on reviendra ultérieurement, mais là, le point sur lequel je voudrais insister auprès de vous et de vos auditeurs, c'est qu'en effet, étant donné que les politiques sont contraints
à terme de partir, c'est-à-dire qu'ils ont devant eux pas plus de 10 ans, pour les décisions qui demandent des applications de long terme, eh bien, qui sont chargés de la mise en application? Eh bien, ce sont les fonctionnaires, et en particulier la haute fonction publique. Alors, on verra que cette haute fonction publique, elle est quand même, dans une très large mesure, la résultante du rapport de force qui existe entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et comme je le démontrerai à la fin de cet exposé, le pouvoir politique ayant disparu, notamment par le fait des partis politiques, eh bien, c'est le pouvoir économique qui est derrière, qui est chargé d'organiser l'instruction, qui est chargé d'organiser. Finalement, derrière la publique, il y a l'ombre du pouvoir financier. Mais en effet, celui qui détient le pouvoir, qui détient la capacité de générer des décisions sur le long terme dans nos sociétés, c'est la haute fonction publique et ce sont les experts qui peuvent être appelés à un moment ou un autre du processus décisionnel. Le processus décisionnel. Ça nous amène sur le prochain bloc, la prochaine partie, les partis politiques. Justement. Alors justement, le parlementarisme représentatif est entièrement adossé à des partis politiques. Or, les partis politiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des organismes qui sont chargés de gagner des élections. Ils sont là pour participer à des élections et les gagner. Alors, pour participer à des élections, ça coûte très très cher, vraiment. Donc, en réalité, l'élection, ça veut dire collecter de l'argent. Donc, les partis politiques sont des collecteurs de fonds, en réalité. Pour leur fonctionnalité essentielle, c'est ça, en fait. C'est de mettre en œuvre des partis qui vont donner auprès du public, faire une forme de séduction pour attirer des voix, mais ce qu'ils feront réellement... Les promesses de campagne. Oui, mais ça, c'est une forme de séduction pour gagner les partis, mais pour gagner les élections. Mais pour gagner les élections, il faut pouvoir il faut pouvoir se présenter. Pour se présenter, il faut avoir des fonds. Donc le parti politique est essentiellement un collecteur de fonds. D'accord. Et donc, qui dit collecteur de fonds, dit faire appel à des créanciers. Or, on l'a vu, et ça, c'est une règle que j'appelle de droit naturel. C'est pas les adhérents qui... Il n'y a pas que... Non. Oui, il y a des adhérents, mais est-ce que les adhérents, il faudrait regarder si la collecte de fonds qui vient des adhérents est suffisante pour se présenter à des partis politiques? Elle l'est pas. Voilà. Les partis politiques, et on le sait au niveau des ronds-points, quand ils ont essayé de venir nous récupérer pour la France Insoumise ou pour le Front National, ou RN, là, dès le départ, on sentait que ça peut, excusez-moi le terme, mais on sentait qu'il y avait de l'arnaque. Que c'est des machines à pognon parce que tous les... ça coûte très très cher de tenir une élection, c'est des sommes business, folles. En fait. C'est du business, et il y a des gens qui sont... Il n'y a pas que des bénévoles dans les partis politiques, hein. Il y a plein de gens dont c'est le métier, qui sont grassement payés, et c'est du business, c'est une entreprise à faire rêver, et puis bon, bref. C'est une entreprise de collecte de fonds. Voilà, et donc, c'est pour ça que ça n'a pas pris en fait leur système de récupération avec les Gilets jaunes, parce qu'on a senti dès le départ, puisque nous, c'est le principe de réalité, on voyait l'escroquerie en fait, mais on n'arrivait pas vraiment à mettre les mots dessus, à conceptualiser, mais on les a vidés. On leur a dit, là on ne sacrifie pas pour faire tourner la boutique à Mélenchon ou à la mère Le Pen. On a très bien compris que Mélenchon ou la mère Le Pen, c'est les deux faces d'une même médaille, c'est de l'opposition contrôlée. C'est les méchants sous contrôle par rapport à la reine et aux autres partis de droite. Il faut bien comprendre que le parti, il a deux facettes. La facette vis-à-vis du public, qui est une facette de séduction, et une deuxième facette qui est la collecte de fonds. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. En réalité, c'est le principe que j'appelle de droit naturel parce qu'il a été validé par les siècles qui nous ont précédés, selon laquelle la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc les créanciers du parti politique sont en mesure d'imposer au parti, plus sûrement que n'importe qui d'autre, leur volonté, leur directive, leur principe. Les retours d'ascenseur, une fois que les gars sont élus, ils renvoient l'ascenseur à ceux qui les ont financés. Ce qui signifie que les partis politiques sont là pour, en réalité, cacher, faire croire que le principe politique existe encore, alors que les réels donneurs d'ordre relèvent des dominances économiques. Voilà.
Donc là, ça nous amène au problème, tout simplement, les partis politiques sont redevables à qui et où va leur allégeance? Alors, certainement Alors, pas créancier. à leur base, qui sont généralement les cocus, tous les bénévoles qui vont coller les affiches la nuit, qui vont se faire casser la gueule, ça c'est des cocus, parce qu'on leur fait rêver une place au conseil municipal ou ailleurs, mais bref, Oui, enfin, on l'a très ces bien gens-là vu. sont utilisés pour faire vivre un système dans lequel ils n'ont pas grand-chose dans lequel ils n'ont pas beaucoup de mots à dire, en fait. Et puis, l'allégeance du parti ne va non plus pas, enfin pas non plus ni à sa base électorale et encore moins au peuple. C'est Le véritablement. peuple est l'objet de séduction, en fait, dans cette histoire. Ouais, voilà, voilà. C'est juste, en fait, c'est le système de la démocratie parlementaire actuelle. Votez pour moi, donnez-moi tous les pouvoirs, et puis on se reverra dans 5 ans. Je vous rejouerai de la flûte dans 5 ans. Mon ennemi, c'est la finance. Revotez pour moi. Donc bon, voilà. En tout cas, on met du concept sur ce qu'on ressentait de façon instinctive au niveau des ronds-points. Ça nous amène à la dernière sous-partie de cette première partie qui est l'état des lieux. C'est la séparation des pouvoirs. Alors, ce qui nous avait été vendu à l'école, puis à l'université avec Montesquieu, la séparation des pouvoirs, on avait le pouvoir législatif, on avait le pouvoir exécutif, on avait le pouvoir judiciaire, c'était les 3 gros pouvoirs. Oui. Et puis on nous disait, mais il y a aussi le 4e pouvoir, c'est la presse qui doit rester indépendante. Et puis, il y a même le 5e pouvoir, le plus important, c'est la finance, celui qui finance Oui. tous les autres. Alors, il faut comprendre que le principe de séparation des pouvoirs a été conceptualisé par Montesquieu, mais ce que nous vivons actuellement, c'est une interprétation de ce que Montesquieu avait déterminé. Et dans cette interprétation, bien entendu, le grand oublié, c'est le pouvoir monétaire. Or, du pouvoir monétaire découle le pouvoir des médias dont vous parlez, puisque le pouvoir monétaire, c'est le pouvoir d'affecter les ressources à tel groupe de personnes ou telle entité ou telle et telle entreprise. Donc si vous affectez la monnaie à des copains qui pourront accaparer les médias, si vous avez ce pouvoir monétaire, vous avez le pouvoir de faire ça. Donc organiser une séparation des pouvoirs en omettant le pouvoir monétaire, déjà, c'est une escroquerie. Deuxièmement, le pouvoir politique, c'est le pouvoir de prendre une décision et de la mettre en œuvre. Donc il y a deux choses, il y a prendre la décision, faire la loi et après appliquer la loi. Et de la faire appliquer. Donc là, on est sur législatif, exécutif. Voilà, et là, vous avez, dans la séparation telle qu'actuellement interprétée, vous avez le pouvoir législatif qui serait indépendant du pouvoir exécutif. Donc c'est pas concevable, ça veut dire que le pouvoir est morcelé en réalité. Celui qui a le pouvoir de déterminer la règle n'a pas le pouvoir de la faire appliquer. Donc conceptuellement, c'est un émiettement du pouvoir politique. La séparation des pouvoirs telle que comprise est un émiettement conceptuel du pouvoir politique, c'est-à-dire une disparition du pouvoir politique. Il faut bien le comprendre, au niveau conceptuel, c'est ça. Mais au profit de qui alors? Alors, justement, le problème, c'est que ce concept qui nous a été vendu comme le nec plus ultra de la démocratie est en réalité une imposture, puisque de démocratie, on ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas de pouvoir, de pouvoir en fait. La démocratie, c'est... Il faut qu'il y ait un pouvoir quelque part. Comment voulez-vous faire une démocratie si vous n'avez pas le pouvoir d'appliquer ce que vous décidez? Donc, si vous voulez, il y a une vaste escroquerie autour de cette interprétation de la séparation des pouvoirs. Et cette escroquerie est doublée, pour ne pas dire quintuplée, par le fait qu'en réalité, c'est une apparence qui n'est pas mise en œuvre. Non seulement en nous vend ça comme la quintessence de la démocratie, qui ne l'est pas, pouvoirs, ouais. Mais en fait, c'est même mais pas en mis plus, en œuvre. elle n'est même pas mise en œuvre, puisque à partir du moment où vous avez un parti qui gagne les élections, il envoie des membres à la fois au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif. Donc oui. En réalité, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont aux mains des partis qui ont gagné les élections. Et le parquet, les procureurs sont et nommés le pouvoir judiciaire, qui n'en est pas un, puisqu'il est organisé par le pouvoir exécutif au niveau de l'instruction et au niveau de la régulation, de la réglementation, eh bien, il est une émanation du pouvoir exécutif quelque part. Même si on peut faire la différence entre le parquet et le siège, de toute façon, le système juridictionnel est organisé par le pouvoir exécutif.
Donc en réalité, non seulement on nous le vend comme un concept qui serait la quintessence de la démocratie, alors que c'est en fait une façon de mettre en œuvre l'explosion, c'est-à-dire la disparition du pouvoir politique, mais en plus, ça n'existe pas puisque ce sont les partis qui gagnent les élections qui occupent tous les sièges. Donc en réalité, c'est une double escroquerie qui génère une perversion de la politique, du système politique en lui-même. Ça nous amène à la deuxième grosse partie, perversion du pouvoir politique. Absolument, parce que vous avez à ce moment-là, derrière les partis politiques, les créanciers, donc les gens qui financent les partis politiques, donc vous avez les détenteurs les principaux dominants économiques, qui sont des détenteurs de capitaux, mais qui sont inapparents, qui n'apparaissent jamais en termes de responsabilité. Ils sont anonymes. Et donc vous avez une organisation du pouvoir apparente qui met en scène un pouvoir politique que nous avons décrit comme n'existant pas. Et vous avez en arrière-scène des gens qui détiennent le pouvoir économique, mais qui n'apparaissent jamais, donc qui ne sont jamais responsables de quoi que ce soit, et qui sont les véritables décisionnaires, qui détiennent la réalité des décisions politiques. Les donneurs d'ordre d'Attali, par exemple, de BHL. Voilà, parlons pas d'individus, parce que moi, j'essaye de vous décrire un système. Mais à partir de ce moment-là, donc les gens qui vivent sur ce territoire avec ce système politique, eh bien, ils perçoivent qu'il y a des décisions qui sont prises, mais ils ne sont jamais capables de mettre en face des décisions des responsabilités. Et donc ça crée une forme de dissonance cognitive parce que les gens vivent dans l'idée qu'ils sont en démocratie et qu'il y a un pouvoir politique, alors qu'en réalité, concrètement, ils ne sont pas capables de corréler avec la réalité de ce qu'ils vivent. D'identifier les lobbies, en fait. Les lobbies qui, derrière, font passer les lois. Ça, ils les ont identifiés. Globalement, on sait qu'il y a des lobbies, on sait que ce sont des lobbies essentiellement économiques. Donc, effectivement, le pouvoir, c'est le pouvoir économique qui a pris le pas sur le pouvoir politique. Mais si vous voulez, tant que ce n'est pas dit, les gens le perçoivent sans l'avoir exprimé, et donc ça crée des dissonances cognitives. Ils ne sont pas capables de faire le lien entre ce qu'ils croient être la réalité et ce qu'ils vivent vraiment dans la réalité. Ce qu'ils expérimentent au jour le jour par rapport à leur travail, à leur vie de famille, et à l'absence de capacité à mettre en cause une responsabilité sur des décisions qui les impactent directement. Donc en réalité, on a affaire à une structure politique extrêmement vicieuse qui est perverse et qui engendre des troubles de nature même psychologique qui sont très graves, puisque après, en fonction des cas particuliers, ça peut... les faiblesses de chacun, à un moment ou à un autre, exactement, ça peut prendre des proportions tout à fait... Voire le suicide, on est à combien? 14 000, 15 000 suicides par an en France. D'autant plus quand la société est extrêmement tyrannique au niveau de la répartition des ressources, ça génère des troubles psychologiques très graves. Voilà. Donc en fait, il faut prendre conscience que nous vivons dans un système politique essentiellement vicieux et pervers, qui montre une apparence qui est tout à fait décorrélée par rapport à la réalité des prises des décisionnaires réels. Et finalement, nous en tant que Gilets jaunes, c'est une réaction très saine d'individus. Absolument, vous êtes en train de reprendre en main la véritable fonction politique d'un État. Vous êtes comment dirais-je, l'avant-garde du retour du politique, du phénomène politique. Donc ça, c'était la deuxième partie, la perversion du pouvoir politique. Très bien, on va passer à la troisième partie, la remise à plat des institutions issues de la Révolution française. Alors là, c'est votre théorie, c'est les collectifs d'intérêt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Oui, alors, à partir du moment où les institutions sont essentiellement vicieuses, eh bien, il faut essayer de réfléchir à pourquoi est-ce qu'elles sont vicieuses. Et la raison principale pour laquelle elles sont vicieuses, c'est qu'en réalité, les différents courants qui traversent une société ne sont pas politiquement représentés. Tout est mis dans un magma de parlements représentatifs dont chaque représentant sait représenter tout le monde. En réalité, ce qui permettrait de la fonction politique réelle d'un gouvernement,
c'est de pouvoir prendre en compte les différents intérêts politiques qui traversent une société et qui sont différents et parfois même antagonistes. Mais pour pouvoir les prendre en compte politiquement, mais il faut c'est qu'ils soient seulement politique représentés. ces intérêts ou ça peut être aussi économique? Non, il faut que ces intérêts soient politiquement représentés. D'accord, ok. Mais ces intérêts, je les ai globalement mis dans 3 catégories. Donc une grande catégorie qui représente les intérêts économiques, qui sont eux-mêmes subdivisés en des quantités d'intérêts différents. Une catégorie Vous auriez qui représente... quelques exemples, les agriculteurs. Oui, on peut penser à l'agriculture, au commerce, on peut penser... aux petits agriculteurs ou aux gros céréaliers. Enfin, là, voilà, après, après il y a tout un travail de précision qui pourrait être fait dans un second temps. Mais l'essentiel, c'est d'avoir en tête qu'il y a une grande catégorie qui représente les intérêts économiques, c'est-à-dire des activités qui sont faites pour générer de l'argent. Je parle bien d'argent, mais on peut dire que les 3 catégories génèrent de la richesse puisque elles génèrent une cohésion sociale et la cohésion sociale en elle-même est une richesse. Vous avez la catégorie qui n'est pas structurellement pas faite pour générer de l'argent, mais qui crée une cohésion sociale très forte puisque c'est toutes les activités qui sont de nature de l'instruction, de la santé. C'est non économique. Hein, c'est non économique. Donc c'est les médecins, les infirmières, les urgentistes. Oui, c'est tout ce qui est artistique, tout ce qui est instruction, les postiers. tout ce qui est service en réalité, qui peut ou pas générer de l'argent, mais dont la fonction principale est plutôt de rendre un service à la collectivité. D'accord. Et la 3e catégorie, c'est une catégorie que j'ai appelée cultuelle, au sens où on peut faire rentrer peuvent être représentées toutes les religions, toutes les tendances, et également, puisqu'on ne peut pas faire abstraction de ce phénomène qui est la franc-maçonnerie, on ne peut pas du jour au lendemain dire que ça n'existe pas, puisqu'elle existe depuis 300 ans, elle est bien implantée, elle doit être représentée. Okay. Mais à partir du moment où elle est représentée à part égale avec d'autres courants et que chacun est responsable de ses propres propositions, les choses deviennent transparentes. Il faut qu'il l'assume. Et on arrive à mettre une responsabilité sur la personne ou le groupe qui a proposé une décision. Donc, voilà. en gros, ça pourrait... Et à ce moment-là, là-dessus, vous avez un gouvernement, et le gouvernement est chargé d'arbitrer entre toutes les propositions, il est chargé d'abord de créer un groupuscule de lois qui est chargé de réguler la société sur le modèle du Code civil de 1804, mais évidemment rénové. Et il est chargé aussi d'arbitrer entre les différents intérêts représentés par toutes ces catégories. Et alors l'intérêt, c'est que tout ça soit transparent. Oui, absolument, parce que le pouvoir politique, par essence, est le pouvoir d'arbitrer entre des intérêts sociaux qui traversent une société, qui traversent un groupement d'individus, qui peuvent, je le répète, être antagonistes ou qui peuvent être, sans être antagonistes, qui peuvent être... Donc, en grosso modo, c'est ce collectif maçon de la Grande Loge de France. Collectif. Là, on est dans le cultuel, mais voilà. Il y en a d'autres, hein, bien entendu. Et sa voix au chapitre, au même titre que les chrétiens traditionnels, ou les takfiristes, ou les wahhabites, ou les mélikites, etc. Oui, sachant que les groupements quand même qui ne prêchent que la violence ou l'anti-cohésion sociale, on peut discuter, savoir s'ils ont leur voix au chapitre. Enfin, il faut aussi que dans chaque groupement représenté, il faut qu'il y ait un intérêt collectif. Il y a le bien commun qui rentre en jeu. Absolument, parce que vous ne pouvez pas représenter au même titre que des gens qui apportent la santé publique, vous ne pouvez pas représenter au même titre que ces gens-là ceux qui apportent la guerre en permanence. Enfin, il y a quand même dans la représentation politique une sélection qui doit être opérée dans le sens où cet intérêt qui est politiquement représenté doit être au moins compatible avec une vie en commun. Donc, travailler pour le bien commun et pondérer en fonction de la part dans l'économie ou dans la part dans la population. De la part de représentation du groupement en question dans la population générale, oui. Absolument. D'accord, donc finalement ça nous ramènerait à des francs-maçons qui auraient une portée bien moindre que celle oui, parce que vous
On est un petit peu remettez, monomaniaque en voilà, ce moment, mais, vous parlez des francs-maçons, mais je veux dire, il n'est pas pertinent de parler que des catégories d'intérêts qui sont très variées et dans lesquelles sont représentées des quantités de thématiques différentes, si vous voulez. Et ces collectifs d'intérêt travailleraient donc en autogestion, seraient Oui, on peut en considérer ça, avec néanmoins une règle impérative, c'est que les représentants de tous ces intérêts, ceux qui seront élevés par leur base pour les représenter, soient sous mandat impératif. C'est-à-dire que s'ils ne respectent pas le mandat pour lequel ils ont été nommés, ils sont automatiquement révoqués. Et il y aurait de la transparence en plus oui, puisque la transparence vient du fait que sont identifiés les décisionnaires et il y a également les responsabilités. Puisqu'on peut remettre la responsabilité en face du pouvoir, du coup. D'accord, en tout cas, c'est des pistes très intéressantes. Et donc, écoutez, s'il y a des commentaires, voilà, on a les collègues qui sont aux commentaires. Et les amis, il y a des commentaires intéressants, à part les coucous. Voilà. Bon, en tout cas, ça vaudra le coup de revenir sur ces collectifs d'intérêt que vous aviez déjà expliqué dans votre livre. Oui, mais alors ils ne sont pas sous ce nom-là. Je parle. Il me semble que j'utilise le terme de corporation. Pas satisfaisant parce qu'il est connoté idéologiquement et parce que ça fait quand même référence aux corporations d'Ancien Régime qui n'étaient finalement corrélées qu'avec une activité économique chargée de créer de la richesse, d'argent. Mais quelle serait juste une question qui me vient à l'esprit, quelle serait la place des syndicats dans un monde, dans un système politique de collectifs d'intérêt? Et les partis politiques qui disparaîtraient Ça demande peut-être une nouvelle vidéo ensemble parce que la question du syndicalisme, la question des syndicats est très liée avec la question de l'entreprise, de l'organisation de l'entreprise. Et justement, j'ai créé moi-même une théorie juridique de l'entreprise, mais qui reprend les grandes lignes, d'ailleurs, l'entreprise participative que De Gaulle voulait mettre en œuvre et qui a été, pour laquelle d'ailleurs il est tombé. Voilà. Ouf, donc là c'est un super teaser, on a vraiment hâte de travailler là-dessus. Écoutez, merci encore pour toutes ces informations. Merci de nous expliquer avec des mots précis ce qu'on sentait un petit peu, avec du bon sens, hein, avec le terrain. On sentait l'arnaque des partis politiques, on sentait les gamelleurs, on sentait que tout ce système est à changer déjà. Une vaste imposture. La mise en œuvre. Et que c'était une imposture totale, et c'est pour ça qu'on s'est levé dans ce combat d'émancipation. Là-dessus, on va rester sur mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun. Après, on arrivera à trouver en intelligence collective les formes pour le bien commun, en tout cas. Merci encore, force et honneur, on monte des équipes, on ne lâche rien.